Comme chaque année, le Paris Game Week a encore rassemblé des centaines de milliers de joueurs à Paris Porte de Versailles. Déjà, tout l'écosystème du jeu vidéo fait son show avec les nouvelles consoles, les nouveaux jeux en libre accès sans oublier le rétro gaming et le sport. Déjà, c'est l'ambiance avant tout. Je suis un grand fan de jeux vidéo depuis longtemps et je trouve que c'est super de rencontrer tout le monde. Il y a plein de joueurs, il y a tous les éditeurs, il y a les consoles, les PC. C'est agréable de pouvoir rencontrer plein de monde. Et puis, c'est super agréable de pouvoir essayer des gens d'avance. J'ai pu en essayer quelques-uns, notamment Détroit, juste à l'instant. Et c'est vraiment important d'avoir une sensation de jeu avant de pouvoir envisager d'acheter un des jeux. À l'entrée du stand Détroit, une foule arpentant les expositions qui s'offrent aux mordus des jeux vidéo. Un peu plus à l'intérieur, les écrans géants de pouces élevés s'exhibent à tous pour tester les nouveaux jeux avec les consoles de génération nouvelle qui conditionnent les intrigues de Mario et FIFA 18. En fait, FIFA, j'y joue depuis que j'ai 10 ans, presque 20 ans. Voilà, donc depuis la première sortie. Donc, en termes de gameplay, il a beaucoup évolué, donc, de plus en plus réaliste. Donc, difficile aussi de s'habituer à un jeu tous les ans parce que le gameplay change tous les ans. Mais toujours un plaisir de jouer avec. Avec les accessoires de 8e génération, le Paris Game Week a mis à terre toutes les grandes expositions de l'Europe sous le coup du poids de la technicité de ce holding qui se veut un grand centre d'accueil de milliers de fans. Franchement, j'ai été assez bluffé. Ça fait déjà longtemps que je le suis, mais de voir vraiment qu'on peut vraiment tout analyser, que tous nos choix ont des conséquences sur la fin de l'histoire, c'est vraiment jouissif d'avoir en possession tout ce qu'il faut pour changer le jeu en fait, et qu'il est vraiment pas linéaire du coup. C'est agréable. En mouvement uniforme sur une danse rythmée, les visiteurs se régalent de ce nouveau biotope de distraction qui leur permet de se défouler. Sans réserve, ils commencent l'approvisionnement qui leur servira tout au long de l'année 2018. Nous allons parler avec notre invité ce soir de l'Algérie et du Soudan. Est-ce que c'est un autre printemps arabe qui se joue là-bas? Notre invité pour en parler, c'est le professeur Magloire Kouakouvi, philosophe. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, dans l'Afrique du Nord, en tout cas au niveau de l'Algérie et du Soudan, les choses vont très vite. Dans les deux pays, des présidents en poste depuis des décennies ont dû rendre le tablier sous la pression de la rue. On se rappelle l'époque en 2011 du printemps arabe qui a touché l'Égypte, la Libye, la Tunisie. L'Algérie a été relativement épargnée. Le Soudan n'en a pas du tout connu. Est-ce que c'est l'époque du printemps arabe de ces deux pays-là? On peut le dire parce que les Grecs parlaient de kairos, le moment opportun. Et ce moment opportun-là, c'est l'histoire qui s'en charge. Personne n'en est maître. Et comme disait un de mes professeurs préférés, tout le monde peut voir les nuages s'accumuler, mais bien malin qui dira il va bientôt pleuvoir. Donc, c'est le cours de l'histoire. Quelle que soit votre force, il y a toujours un point par où on peut passer pour vous désamorcer. Quand on suit quand même ce qui s'est passé dans ces pays, ces deux pays qu'on sait qui sont des États très militarisés, on peut se demander qui l'eût cru. Non, dans le système politique planétaire actuel, nous avons l'État, les finances et les forces armées. Les forces armées font partie du système et elles ont leur point de vue à donner. Quelquefois, on l'appelle pronunciamento, elle se prononce. Quelquefois, on l'appelle putsch, quelquefois, on l'appelle coup d'État.
Dans ces trois cas-là, ils interviennent et gardent le pouvoir. Mais il arrive aussi qu'ils interviennent pour mettre fin à un règne afin que la société civile puisse prendre le pouvoir. Ça s'est longtemps passé au Nigeria. Il y avait des coups d'État à répétition, avec connivence des généraux jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise bon, ça suffit comme ça, on va passer la main. On peut dire que depuis Jules César qui a franchi le Rubicon en disant allez à Yaktaès, les dés sont jetés. Ces choses-là sont rentrées dans l'histoire parce que il ne faut pas oublier que c'est les Romains qui ont inventé le droit. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que le pouvoir politique se rationalise un peu. Et souvent, dans les armées, il y a des gens très instruits qui ont les mêmes diplômes que les civils, etc. Et il leur arrive d'intervenir dans le cours de l'histoire de leur pays. Oui, mais maintenant, que l'armée intervienne dans le cours de l'histoire est une chose, mais que l'armée veuille conserver le pouvoir, ça c'est autre chose. C'est tout autre chose. Je crois que c'est ce que les deux peuples de l'Algérie et du Soudan ne veulent pas. Parce que ils étaient là pendant tout le temps que ceux-là ont maintenu le peuple en joue, si on peut parler ainsi. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient nécessairement d'accord, mais ils ont suivi tout le cours. Et lorsque le peuple dit qu'il n'en veut plus, je crois que de temps en temps, il faut lui permettre cela. Maintenant, si la société civile vient et que ça ne marche pas, ils ont tous les coups de franche pour arrêter le dégât. Alors maintenant, dans le cas de l'Algérie, le président a dû démissionner et puis l'article 102 de la Constitution a été enclenché avec le président du Sénat qui a pris les rênes. Mais ce n'est pas une solution. En tout cas, les élections qui sont annoncées pour le 4 juillet ne sont pas vraiment du goût de beaucoup d'Algériens aujourd'hui. Oui, je crois que ils finiront par tomber sur leurs pieds comme les poupées de plomb. Parce que je crois que Bouteflika, il a fait combien? 38 ou 28 ans? Bouteflika, il a fait 20 ans de pouvoir. 20 ans de pouvoir. Les gens ont vu ce qui s'est passé. L'Algérie est l'un des pays qui n'est pas en récession et qui n'est pas endetté actuellement avec la Chine. Et un pays comme ça a nécessairement des revenus pour contenter tout le monde. Et l'oligarchie militaire ne peut pas vouloir rester indéfiniment au pouvoir derrière Bouteflika. Et je pense qu'ils vont trouver les modalités de leur salut. Mais au même moment, le peuple dit nous ne voulons pas de cette solution. Mais je me rappelle ce penseur qui dit le peuple c'est la majorité vile. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qui est bien pour lui en tout cas. Oui. Au moment où lui, il avait dit ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le peuple vit les événements presque en temps réel. Donc, le peuple d'aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience avec un enfant de 3 ans et demi, vous lui mettez un Android entre les mains, mais il vous change les choses en 2 gestes, 3 mouvements. Donc, je crois que la mentalité du peuple aussi s'améliore avec le temps et les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle en science l'émergence. Ils intériorisent les choses, ils intériorisent. Bon, maintenant, l'interférence entre les choses qu'ils ont intériorisées peut déclencher un comportement qu'aucun pouvoir n'avait prévu. Mais même de là à connaître, à envisager les enjeux qui sont ceux d'un État, c'est-à-dire les enjeux sécuritaires, les enjeux diplomatiques, les enjeux politiques, ça c'est tout autre chose. Tout autre chose, mais au XVIIIe siècle, en 1789, à la Révolution française, on disait que le peuple ne voulait que du pain et du boulot, du travail. Donc, maintenant, peu ou prou, la donne n'a pas beaucoup changé, puisque ceux qui sont
en train de travailler veulent améliorer leur situation. Ceux qui ne travaillent pas encore attendent de travailler. Et les deux groupes vont manger. Et c'est le pain qui symbolise ce manger-là. Et je crois que il y a toujours dans les pays des personnes ressources pour s'occuper des postes, de la sécurité, des finances, etc. Ils finiront par trouver. Mais maintenant, dans le cadre du Soudan, hein, c'est vrai que c'est deux pays voisins, mais au niveau du Soudan, là-bas, Omar El-Béchir, il a fait 30 ans de pouvoir avant d'être littéralement renversé par les militaires sous la pression de la rue. Mais cette rue se sent aussi un peu gargarisée par ce qui s'est passé et refuse toute immixtion de militaires dans la gestion de la transition. Je crois que c'est un bon raisonnement, en ce sens que celui qui s'en va était un militaire. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et je crois que, étant donné que on n'a pas dit qu'on ne veut pas de l'armée, on ne veut pas que l'armée gère le pays. Donc, l'armée a tous ses droits régaliens et elle est observatrice et arbitre du jeu politique. Je crois que s'il accepte de gaieté de cœur, ça ira. C'est à eux de voir, non pas vouloir s'imposer coûte que coûte au peuple. Si le peuple dit qu'il n'en veut pas, bon, ben, faut les laisser faire. Mais dans un Soudan qui a été dirigé par un général pendant 30 ans, est-ce qu'on peut aussi facilement passer la main aux civils sans que l'armée ne soit encore très présente dans la vie Non, l'armée peut avoir le ministère de la Défense, et la sécurité et tout ça. Mais vouloir régenter les ministères, les finances et tout ça, bon, ce n'est pas la peine. Il faut donner ça aux civils. Il y a même des pays où ce sont les femmes qui s'occupent de ça. Oui, en France, par exemple. Oui, je crois qu'ils sont assez informés pour prendre leurs décisions parce que s'ils écoutent les nouvelles du monde tous les jours, ils doivent savoir raison garder. Mais chaque peuple a son histoire aussi. Oui, mais ça ne change pas que chaque peuple a un cerveau aussi. Donc, c'est le même instrument, sauf que les modalités de rodage ne lui permettent pas tout le temps d'être performant. Parce que lorsque le milieu où vit le cerveau est pauvre, il appauvrit le cerveau. Et lorsque pendant 30 ans, on confisque les médias d'État pour montrer seulement ce que le président fait, etc. Bon, ça formate les esprits, mais il y a toujours cette émergence-là due au fait que nous sommes dans un village planétaire maintenant. Et les choses qui se passent ailleurs peuvent donner des idées ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire sur le Soudan. Alors maintenant, au niveau en tout cas du Soudan, est-ce qu'il va être facile pour l'armée d'accepter la demande du peuple de transférer le pouvoir aux civils quand on sait qu'il y a aussi une épée de Damoclès qui plane sur l'ancien président et un certain nombre de personnes de son entourage? Là, l'armée doit être présente pour protéger au moins ses intérêts. Oui, ils ont déjà dit qu'ils ne vont pas l'extrader. Et je crois mais là, il ne s'agit pas que de lui aussi, parce qu'il y a d'autres qui sont des exécutants. Lorsque Ouattara a refusé d'extrader Simone Gbagbo, on ne lui en a pas voulu. Elle est restée là jusqu'à l'amnistie. Donc, c'est ça la souveraineté des pays. Bon, maintenant, s'ils commettent des imprudences et qu'on les prend, ce ne sera plus la faute à l'armée. Parce que depuis les indépendances, nos armées se sont immiscées dans la politique et ça n'a pas réussi à tous les pays. Si on cite Kérékou par-ci, on cite Gowon et les autres au Nigeria, ailleurs, si on cite Rollins, etc.,
comparaison n'est pas raison, Oui. mais on peut dire que cette gestion militaire n'a pas réussi à tous les pays. Alors maintenant, si on regarde un peu au niveau des pays du nord d'Afrique, Oui. apparemment tous ont été quasiment touchés par ce printemps arabe. Oui. Quoi, il y a eu un vent de contagion parce qu'en 2011, on a vu c'est tour à tour Tunisie, Égypte, Libye, Oui. et puis maintenant on voit Algérie, Soudan. Soudan, Il y a un vent de contagion là? Est-ce que c'est une contagion? Ce que l'on a constaté en éthologie, qui est la science du comportement, c'est que l'être humain est l'être qui imite le plus sur la planète Terre. Et donc, ça peut être une imitation, ça peut être une contagion. L'histoire dira ce qui s'est réellement passé, parce que les gens écoutent, ils voient, ils entendent ce qui se passe ailleurs et puis se dire diantre, pourquoi pas nous. S'ils ont essayé, ça a réussi. Bon, ils peuvent que être contents de la réussite de leur. Alors justement, c'est ça qui émeut beaucoup de personnes. Pourquoi pas nous? Parce qu'il y a ailleurs d'autres peuples également qui sont soulevés contre des pouvoirs tout aussi despotiques, mais rien n'y fit. Oui, ça, on peut dire que on retournera au concept grec de kairos. C'est le moment opportun, parce que dans les années 90, j'avais un ami camerounais qui est venu voir et on a fait le tour de la ville. Nous sommes passés de Décon à la plage et il a vu le commissariat qu'on avait complètement délabré. Et il m'a demandé si c'est le peuple togolais qui l'a fait. J'ai dit oui, c'est le peuple togolais. Donc, un adage bien de chez nous dit qu'on ne peut pas barrer la route au peureux et l'empêcher de fuir. Il va passer entre vos jambes et vous allez tomber. Donc, c'est au gérant du pouvoir de savoir.